Voici la troisième pièce de théâtre de ma troupe, le Théâtre du Sang, réinterprétée par mes soins. L'Étoile, donc, d'après l'histoire d'Ernesto Che Guevara. Introduction. Scène nue. Cris plaintifs. Des prisonniers conduits par des soldats. Certains protestent et se font battre. Bruit de corde qu'on attache, les cris se font plus désespérés encore. Ernesto Guevara, pendant ce temps, est paru sur scène, face publique. Il observe impassible. Salle de détonation. Puis on entend des coups isolés au coup par coup. Les prisonniers sont achevés. Ernesto sort de scène, sans un mot. Wow. Date 1959. La citation s'inscrit sur l'écran. Il faut se durcir, mais sans jamais se départir de sa tendresse. Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara, seul, écrit. Il convient de considérer Staline à partir du cadre historique dans lequel il évolue. Il ne faut pas se contenter de le considérer comme l'une ou l'autre brute, mais au sein de ce cadre historique particulier. C'est le petit père Staline qui m'a amené au communisme, et personne ne viendra me dire que je ne puis lire Staline. Je l'ai lu à une époque où il était très mal vu de le lire. C'était une autre époque. Et parce que je ne suis déjà pas très malin et qu'en plus je suis un cabochard, je continue de le lire aujourd'hui encore, dans cette période nouvelle, maintenant qu'il est encore plus mal vu de le lire. Étant à l'époque qu'aujourd'hui, je découvre chez Staline toute une série de choses qui sont très bonnes. Je ne suis pas pour autant en accord avec toutes ses pensées. Feuillette un livre. Staline a écrit: dans nos conditions socialistes, le développement économique se fait non par révolution mais par modification graduelle, étant donné que l'ancien n'est pas purement et simplement aboli, mais change de nature pour s'adapter au nouveau, et ne conserve que sa forme. Le nouveau, pour sa part, ne supprime pas purement et simplement l'ancien, mais le pénètre. Il modifie sa nature, ses fonctions. On n'en brise pas la forme, mais l'utilise pour son propre développement. Il en est ainsi des marchandises, mais aussi de la monnaie dans nos échanges économiques. Il en va de même en ce qui concerne les banques, qui, en perdant leurs anciennes fonctions et en acquérant de nouvelles fonctions, conservent leur forme ancienne, utilisée par le régime socialiste. Or, sur la question des fonctions, il en est dans les systèmes capitalistes, même conservés uniquement dans sa forme, mais transformés dans leur fondement, qui me semble purement détestable, et que le socialisme ne peut se permettre de conserver. C'est le sens de la loi de valeur, elle me subordonnée au plan cubain, qui, bien que reconnaissant l'effet des primes, dans le travail, les instaure collectivement et non plus individuellement, ceci afin de ne pas instiller la rivalité entre les travailleurs. En effet, c'est la conscience qui doit construire le socialisme, et non pas un rapport de valeur. C'est pourquoi nous avons également développé l'émulation, afin d'apprendre aux travailleurs à apprécier sa tâche, à apprécier sa fonction. Mais quant aux banques et d'une manière générale à l'idéologie du bénéfice, nous voulons établir un système qui serait basé sur le transfert et non sur la vente. Ce système ne se bâtira pas en un jour, c'est cependant le sens et la volonté de la loi de valeur qui, tel un cordon ombilical invisible reliant les hommes, agit sur chaque facette de leur vie, formant leur route et leur destinée. Date 1960. Ernesto Guevara à la tribune. Applaudissements. Ernesto Guevara. Merci, camarades. Permettez-moi de vous parler un peu de mon expérience qui peut être utile à bien des peuples dans des circonstances semblables pour que vous ayez une idée dynamique de la façon dont est née la pensée révolutionnaire actuelle. En effet, la révolution cubaine d'aujourd'hui n'est pas la révolution cubaine d'hier, même après la victoire. Entre ces 82 jeunes qui traversèrent sur un bateau qui prend l'eau les régions difficiles du golfe du Mexique pour arriver aux côtes de la Sierra Maestra et les représentants actuels de Cuba, la distance ne se mesure pas en années, du moins pas de la manière consacrée avec des jours de 24 heures et des heures de 60 minutes. Tous les membres du gouvernement cubain étaient jeunes, par l'âge autant que par le caractère, l'enthousiasme. Ils ont cependant mûri dans l'université extraordinaire qui représente le peuple, l'expérience et dans le contact vivant avec le peuple, avec ses besoins et ses aspirations. Nous avons tous souhaité arriver un jour à Cuba et prendre le pouvoir parmi les cris et les actions héroïques, parmi les morts et les manifestations, et expulser le dictateur Batista.
L'histoire nous a appris qu'il est bien difficile de vaincre tout un gouvernement soutenu par une armée d'assassins, soutenu à leur tour par la plus grande force coloniale de toute la Terre. C'est ainsi que peu à peu nos opinions ont changé. Nous avons appris, nous, fils des villes, à respecter le paysan, son sens de l'indépendance et sa loyauté. Nous avons appris à reconnaître ses aspirations centenaires à la terre qui lui avait été arrachée et à apprécier son expérience des 1000 sentiers de la montagne. De leur côté, les paysans ont appris de nous ce que vaut un homme lorsqu'il a un fusil dans les mains et que ce fusil est prêt à tirer sur un autre homme, quel que soit le nombre de fusils dont celui-ci est accompagné. Les paysans nous ont appris leur sagesse et nous leur avons appris notre sens de la révolte. Depuis lors et pour toujours, les paysans de Cuba et les forces rebelles de Cuba ainsi que tous les travailleurs accompagnés aujourd'hui du gouvernement révolutionnaire cubain sont unis comme un seul homme. Beaucoup de temps avait passé et déjà bien des morts, les unes guerrières, les autres innocentes, jalonnaient le chemin de notre victoire. Les forces impérialistes commencèrent à comprendre qu'ils se trouvaient sur les sommets de la Sierra Maestra plus qu'un groupe de bandits, plus qu'un groupe d'ambitieux désireux de comprendre le pouvoir. Elles donnèrent généreusement à la dictature leurs bombes, leurs balles, leurs avions et leurs tanks. La révolution cubaine, elle, n'avait que 200 fusils. Non pas 200 hommes, mais 200 fusils. Pour contenir la dernière offensive dans laquelle le régime versa 10 000 soldats et toutes sortes d'instruments de mort. Ainsi se déroula la dernière étape de la grande offensive de l'armée, celle qu'ils ont appelée encerclement et anéantissement. Étudiants de toute l'Amérique. À l'heure de la déroute des troupes de la dictature, nous avons eu en main par hasard une petite brochure de Mao Tse-tung. Et dans cette brochure qui traitait précisément des problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine, étaient décrites les campagnes de Chiang Kai-shek. Celle-ci était nommée comme ici campagne d'encerclement et d'anéantissement. Le type même de la campagne entreprise par ces dictateurs se répétait aussi. Quant à nous, nous avons répété sans le savoir ce que l'on préconisait déjà à l'autre bout du monde. Nous ne connaissions pas les expériences des troupes chinoises au cours des 20 années de lutte dans leur pays. Mais ici, nous connaissions notre pays, nous connaissions notre ennemi. Et nous avons utilisé une chose que tout homme porte sur ses épaules. Pour combattre l'ennemi, nous avons utilisé notre tête. Et c'est ce qui l'a mis en déroute. La Révolution, encore une fois, sans penser à ce qu'elle avait lu, a pris de la bouche du peuple ce qu'elle avait à faire. Elle décida avant tout de châtier les coupables et elle les châtia. Immédiatement, les puissances coloniales montèrent en épingle cet épisode des châtiments en le qualifiant d'assassinat. Il y avait même dans notre gouvernement un Premier ministre qui recommandait beaucoup de modération parce que dans ces choses-là, il faut agir avec modération. La modération est encore un de ces mots dont les agents du colonialisme aiment se servir. Sont modérés tous ceux qui ont peur ou tous ceux qui pensent trahir d'une manière quelconque. Le peuple, lui, n'est absolument pas modéré.